Pourquoi il ne peut pas avoir une intervention militaire? Parce que nous sommes plus nombreux que ceux qui veulent faire l'intervention militaire. La CEDEAO, elle survit. Aujourd'hui, elle n'est plus, ce n'est plus cette organisation. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, aïe aïe aïe, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Là, on te retrouve après plusieurs dates. Nous sommes à Château-Gontier où tu viens de donner. C'est lequel festival auquel tu as participé cet été? Oh, il y a eu beaucoup de, on a participé à beaucoup de festivals. Hein. Là, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que on a 45 concerts. On avait 45 concerts, mais je pense que là, il nous reste une dizaine jusqu'au mois de novembre. C'est quoi la recette Tiken Jah Fakoly? On fait de la musique, on a un message à faire passer. Bon, le public apparemment apprécie. Je crois que c'est ça. Hein. C'est tout ce que je peux dire. Hein. Le public apprécie. On a la chance d'avoir ça. Ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs, mais on a la chance d'avoir ça. Et donc, tous les soirs, on draine du monde. Ça fait plaisir. Tout à fait, parce que jouer comme ça, drainer autant de monde, plus de 5000 personnes, chaque soir, plus 10 000, 15 000. J'ai vu le festival en Hollande où il y avait du monde vraiment à fusion. Qu'est-ce que ça fait de jouer devant autant de monde chaque soir comme ça pendant au moins 3 mois? Moi, je pourrais dire que c'est mon métier. Je pourrais dire que ça fait 25 ans que je fais ça. Donc voilà. Puis on a la chance de faire ce métier parce qu'on est payé pour faire quelque chose qu'on aime. C'est-à-dire que, voilà, moi à mes débuts, je chantais, c'était pour me faire connaître. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être connu et je suis payé pour faire en tout cas quelque chose que j'aime, que je pourrais même faire gratuitement. Et donc, voilà, c'est ce que je veux dire. À ce jour, tu es l'un des rares artistes africains à tourner sur de grandes scènes. Sur de grandes scènes. Et pourtant, ces derniers temps, on t'a vu un peu en griffe, silencieux, face à une situation délétère d'un pays comme le Niger. Comment est-ce que tu t'expliques cela? Oh, je pense que, vous savez, tout ce qui se passe aujourd'hui, et je le dis modestement, hein, on l'a presque prophétisé. On a dit quand l'Afrique va se réveiller, ça va faire mal. Et donc, effectivement, il y a eu le coup d'État au Niger. L'Afrique a beaucoup de porte-parole aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a chanté pour réveiller les jeunes, on a chanté pour que l'Afrique ait des leaders et puisse s'exprimer. Et donc, vraiment, je pense qu'il y a eu beaucoup de... La jeunesse africaine a pris position. Et moi, ça me fait plaisir. Parce qu'il y a presque 25 ans, j'ai chanté la politique France-Afrique, c'est du blague et tuer. Et je vois aujourd'hui que la jeunesse a pris position, pas pour aller en guerre contre la France, mais la jeunesse a décidé, sinon, en tout cas, certains Africains ont décidé de discuter d'égal à égal. Et on a l'impression que ça ne convient pas. Et en tout cas, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que je vois aujourd'hui mon peuple en train de se réveiller. Parce que, comme je l'ai toujours dit, personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. Pour revenir au Niger, moi, je savais qu'il n'y aurait pas avoir d'intervention. Il ne peut pas avoir d'intervention. Pourquoi il ne peut pas avoir d'intervention militaire? Parce que nous sommes plus nombreux que ceux qui veulent faire l'intervention militaire. La CEDEAO, elle survit. Aujourd'hui, elle n'est plus, ce n'est plus cette organisation qui était là avant. Je pense qu'elle a perdu son pouvoir, elle a perdu tout son pouvoir après certains événements en Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, la CEDEAO ne peut aucunement se lever pour aller attaquer un pays qui est soutenu par l'opinion. Donc, voilà. Je n'ai pas parlé parce que je savais que déjà tout le monde avait parlé. Donc, je pense que ce n'est pas parce que je suis un leader que je dois parler tout le temps. J'essaie de me réserver de temps en temps. Surtout quand je vois que le travail, je ne dirais pas que le travail est fait, mais quand je vois que
le réveil a commencé, ça me fait plaisir. Et surtout, je pense que ce qui a fait la force aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui sont venus renforcer notre combat. Nous, on a chanté pendant longtemps, et grâce aux réseaux sociaux, le peuple a compris ce qu'on voulait dire. Vous voyez un peu. Et donc, mais ce que je voulais dire aux Africains, c'est que la tâche ne sera pas facile. Quand on décide un tel changement, quand on décide une telle rupture, quand on décide aujourd'hui de dire non, il y aura un prix à payer. Et ce prix-là, c'est le peuple qui va le payer avec beaucoup de difficultés. Si nous sommes prêts à payer le prix de ces difficultés-là, je pense que nous pouvons gagner le combat. Notre combat, c'est quoi? C'est qu'il faut que nous soyons respectés comme les autres. Je pense que c'est l'opinion générale aujourd'hui. Enfin, c'est ce que tout le monde souhaite aujourd'hui. Ça, c'est notre combat. Et je pense que si le peuple accepte de payer le prix de ces difficultés qu'on va avoir, parce que ceux qui sont contre notre manière de voir les choses vont forcément nous combattre. Et donc, mais quand je regarde dans l'histoire de tous les pays, que ce soit les États-Unis, l'Afrique, les États-Unis d'Amérique, que ce soit en tout cas partout où les gens ont décidé de changer les choses, il y a eu des prix à payer. Et donc, je souhaite que mon peuple ait la force de continuer ce combat pour gagner en tout cas cette bataille de la liberté qui est en marche. Parfait, mais est-ce que tu penses que ce coup d'État au Niger était opportun? Je pense que tous les coups d'État sont un peu les résultats de la mauvaise gouvernance et de l'échec de la démocratie dans ces pays-là. Partout il y a eu coup d'État. Et maintenant, la particularité de ces trois pays, le Niger, le Mali, le Burkina, c'est que ce sont des pays qui sont en guerre. Et donc des pays en guerre dirigés par des civils corrompus, c'est pas évident. Quand les jeunes sont au front et qu'ils apprennent qu'il y a telle personne qui a détourné tel milliard qui devait servir à acheter un hélicoptère ou bien des Kalachnikov ou bien etc., ça révolte. Mais quand c'est l'un d'entre eux, surtout qui vient du front, parce que tous ces jeunes-là aujourd'hui, la plupart en tout cas, à part celui du Niger, que ce soit celui du Mali ou du Burkina, sont des gens qui étaient au front. Et donc je pense que, parce que ce sont des militaires, on n'a pas confiance, effectivement, parce qu'il y a des militaires qui nous ont montré des choses dans le passé, donc c'est voilà, c'est ce qui effraie le peuple, mais en même temps, il y a des militaires qui ont réussi. Le père de la démocratie ghanéenne s'appelle Jerry Rawlings, c'était un militaire. Le père de la démocratie béninoise, c'est Mathieu Kérékou qui était un militaire. Donc, si le militaire veut rentrer dans l'histoire, il peut le faire. Et donc, voilà, aujourd'hui, il y a une mobilisation, en tout cas sur les réseaux, et on peut voir aussi que c'est dans le peuple aussi, parce que, puisque c'est le peuple qui a le pouvoir, si ce n'était pas dans le peuple, je pense que cette révolte-là allait être stoppée tout de suite. Et donc, voilà, c'est ce que je voudrais en tout cas dire. Aujourd'hui, la jeunesse se réveille. Maintenant, moi, ça me dérange un peu qu'on montre les photos des autres pays. C'est comme si on se donnait à des pays. Justement, on va en parler par rapport à la Russie, notamment. Mais parce qu'à l'époque, quand le Mali est venu, quand la France est venue au Mali, j'ai vu les Maliens avec les drapeaux français. J'étais gêné. Et j'ai même discuté avec des amis sur ça. Je lui ai dit, mais vous allez regretter. Aujourd'hui, voilà, c'est bien. Mais moi, je pense que si on se livre comme ça, on ne sera pas respecté là-bas aussi. Voilà, c'est mon avis. Mais sinon, j'apprécie le réveil. Maintenant, je l'ai toujours dit, il faut que ce soit une révolution intelligente. Une révolution qui ne va pas contre notre intérêt. Et ce que les Africains doivent savoir, c'est que ce qu'on a commencé là, on ne recule pas. Quand tu commences un truc comme ça, tu ne peux plus revenir en arrière. Et donc, maintenant, et pour terminer, je dirais que les jeunes qui sont au pouvoir aujourd'hui, que ce soit au Burkina ou au Mali, ils connaissent les peuples. Je pense que Traoré, il connaît le peuple burkinabé, qui a fait une insurrection contre Blaise Compaoré. Il connaît la force de ce peuple-là. Je pense qu'au Mali aussi,
il y a eu des mouvements pour chasser les dirigeants. Je pense que si ils n'arrivent pas à atteindre l'objectif que le peuple souhaite, tôt ou tard, le peuple va les dégager. Justement, pour parler de ces drapeaux qui sont brandis et ces drapeaux qui sont incarnés, on va dire, par la Russie, on voit aujourd'hui avec le décès de Prigojine, pour toi, quel sera l'avenir de Wagner en Afrique? Vous savez, voilà, je n'ai pas envie de parler de Wagner parce que moi, je n'ai pas encore vu de militaire Wagner ou quoi. Moi, je pense que ces pays-là, le Mali et le Burkina, et même le Niger, sont des pays qui sont en feu. C'est comme si vous avez l'incendie. Vous avez un incendie chez vous. Vous ne choisissez pas entre l'eau des mers et l'eau des fleuves ou bien l'eau des rivières. Tout à fait. Alors, vous trouvez de l'eau, votre objectif, c'est d'éteindre le feu. Tout à fait. Et donc, je pense que c'est ça qui doit être, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, voilà, qu'on ne doit pas condamner les Africains. Parce que la possibilité a été donnée aux pays occidentaux de nous aider. Et malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Voyez-vous, aujourd'hui, les armes qui ont été données à l'Ukraine, si on donnait ces armes-là au Mali, ou au Burkina, ou au Niger, je pense que même si le terroriste allait exister encore, ça allait être des petites poches. Mais le Mali et le Burkina, le G5 Sahel ou quoi, ils ont réclamé les armes. On n'a pas voulu les donner. Mais depuis que l'Ukraine, la guerre a commencé en Ukraine, tout le monde sait tout ce qui a été donné à l'Ukraine. Voyez un peu. Mais ça revient à dire que chacun doit se prendre en charge. C'est-à-dire que personne ne viendra changer notre situation à notre place. Pourquoi quand je vois aujourd'hui des jeunes se mobiliser pour aller défendre le pays, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Voilà, ça ne veut pas dire que... Je pense qu'il faut que ces jeunes-là soient formés, mais il faut respecter leur patriotisme. Bah, c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure par rapport à l'avenir de Wagner. Tu n'as pas encore vu Wagner de manière véritable, mais est-ce que tu penses qu'avec le décès de Prigojine, cela ne va pas freiner l'avancée de la Russie ou, on va dire, cette percée de la Russie qu'on voyait un peu à travers ces drapeaux qui étaient brandis à chaque mouvement populaire? Non, je pense pas que ça va causer un problème. Bon, je trouve d'ailleurs, voilà, c'est un règlement de compte entre les Russes là-bas. Tout le monde sait, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Mais selon toi, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je pense que ce qui s'est passé, c'est que on a voulu changer. Je pense que, voilà, ce qui s'est passé le 24 juin, je crois, je pense que tout le monde pensait que c'était derrière nous. Je pense que c'est la suite de ça. Mais je ne pense pas que ça va mettre un frein aux actions de la Russie en Afrique. Voilà. Bien que je suis parmi ceux qui restent quand même prudents parce que j'estime qu'il ne faut pas se livrer. Parce que si on veut la démocratie, la Russie n'est pas un exemple de démocratie. Voilà. Et, si on veut la démocratie, la Chine n'est pas un exemple de démocratie. Vous voyez un peu. Mais je pense que ce qui est important pour nous, c'est notre combat pour la liberté. C'est-à-dire la possibilité de discuter avec la Russie si on veut, la possibilité de discuter avec la France si on veut, la possibilité de discuter avec les États-Unis ou la Chine quand on veut, où on veut. Je pense que l'un de nos objectifs aussi, ça doit être le combat pour avoir la parole aux Nations Unies. Parce qu'on n'a pas le voix. Tout est décidé pour nous, alors que nous sommes 54 pays. Et je ne comprends pas ce calcul-là. Je ne sais pas quel calcul ils ont fait pour que d'autres parlent à notre place. Et donc, je pense que nous devons, dans ce combat-là, réclamer ça. Nous devons aussi respecter les visions des autres, mais les combattre, mais sans animosité, sans vouloir casser. Voilà, sans vouloir casser, parce que notre génération n'a pas besoin de casser. À partir du moment où on sait tout, notre révolution doit être intelligente. C'est quelque chose de tellement fort. La Russie n'est pas un exemple de démocratie, la Chine non plus. Et on a vu avec le décès de Prigojine, lorsque Joe Biden a pris la parole, il dit « Rien ne se passe en Russie qui ne soit étranger à Poutine ». Est-ce que tu abondes dans le même sens? Bon, je ne suis pas là pour accuser quelqu'un. Mais ce que je sais, c'est que, voilà, Poutine a montré comment
lui gouverne chez lui. Voilà, ça peut être pris comme un règlement de compte ou bien l'autre a été traité, etc. Mais en tout cas, cette manière de régler le problème, voilà, je pense que si la gouvernance de Poutine doit inspirer certains, ils doivent s'attendre à ça aussi. Et on peut voir le résultat dans certains pays aujourd'hui, hein, dans certains pays qui sont inspirés par la Russie. Aujourd'hui, la liberté d'expression est en voie de disparition parce que quand vous avez des idées contraires aux idées des dirigeants, alors vous allez en prison. Et c'est quelque chose que je déplore aussi, c'est quelque chose que je dénonce, ce que ce soit au Mali ou dans les pays en tout cas inspirés aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils se sont exprimés et donc ça c'est quelque chose que je déplore. Mais notre combat pour la libération doit continuer. Voilà. Il y en a qui disent on est pauvre, mais l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique a été appauvrie. Et nous nous sommes rendus compte aujourd'hui que nous sommes un continent très riche et que ce n'est pas normal qu'on ait cette position-là. Normalement, l'Afrique doit être devant. Il y en a qui disent effectivement que on n'a pas la technologie. Mais s'il n'y a pas de matière première, alors tout ce qui est fait, toutes les usines, etc., ils risquent de ne pas fonctionner. Donc on a notre force qui est là. Le monde a besoin de notre force à cause de nos matières premières. Et donc, je pense qu'il faut qu'on fasse tout pour se faire respecter. Et c'est possible, parce que nous sommes 54 pays, nous avons la majorité des pays, des matières premières dont les pays dits pays développés ont besoin pour continuer leur développement. Nous avons une jeunesse voilà, dynamique. Nous avons des terres fertiles qui sont en train d'être dégradées par les produits pour faciliter certaines choses, mais nous avons encore des terres fertiles, donc il n'y a pas de raison que l'Afrique soit derrière, nous devons être devant. Et donc c'est possible, peut-être que ça ne sera pas de notre temps, mais il est important qu'on plante la graine, qu'on l'arrose, de telle sorte que nos enfants viennent continuer à l'arroser et que ça donne des fruits un jour. Avant de terminer cet entretien par la politique nationale rapidement, et je voudrais te dire encore une fois de plus merci de t'ouvrir comme ça à nous et tu dis des paroles tellement fortes. Moi, j'en prends de la graine. Récemment, lorsque tu nous as accordé une interview parlant du Sénégal, tu as dit le prochain président du Sénégal, c'est Ousmane Sonko. Et on voit un peu la traque dont tu fais l'objet en ce moment au Sénégal. Quel commentaire tu en fais? Bon, je condamne l'incarcération de Ousmane Sonko. Je condamne toutes ces attaques contre lui. Mais vous savez, nous on a eu des exemples, hein, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Guinée ou partout. Tous les opposants persécutés comme ça deviennent présidents. Aujourd'hui, c'est signé que Ousmane Sonko est le nouveau président du Sénégal. Et quand je dis c'est signé, pour moi, quand je vois la force que le peuple lui donne, quand je vois tout le monde qu'il y a derrière lui, je considère que c'est signé que celui qui va être le président. Maintenant, il y a des gens qui veulent empêcher la décision de Dieu. Mais quand c'est signé, ça arrive. Donc ils vont retarder, mais tôt ou tard, Ousmane Sonko sera le prochain président du Sénégal. Même si il n'est pas celui qui va venir tout de suite, on verra qu'il est jeune. Il a tout le temps devant lui. On verra que tôt ou tard, il sera le prochain président. Il sera l'un des présidents du Sénégal. Et puis, ce sera le premier civil qui va prôner la rupture. Et je pense que c'est pourquoi aussi on le combat. Parce qu'aujourd'hui, les autres sont accusés. On accuse, on dit Assimi Goïta, c'est un militaire, Traoré, c'est un militaire, etc. Et on aura un civil qui va vouloir que les choses se passent autrement. Je pense que c'est pourquoi il est combattu. Et d'ailleurs, c'est là l'une des défaillances de la CEDEAO. Au lieu d'aller s'acharner sur le Niger pour faire la guerre pour la démocratie, pourquoi on ne fait pas des démarches pour que la démocratie fonctionne bien au Sénégal? Les gens sont plus bêtes, le peuple n'est plus bête, les réseaux sociaux ont renforcé notre combat, le peuple est réveillé. Je pense que tous les petits calculs des hommes politiques là, on comprend maintenant, donc ça ne peut plus fonctionner. Donc voilà un peu mon avis sur Ousmane Sonko. Je demande sa libération et je pense que si le peuple garde cette force-là derrière lui, il sera très vite l'un des présidents du Sénégal. La décision de Macky Sall de ne pas se présenter tout de même, ça c'est une décision qui a sa lieu, non?
je pense. C'est une décision que nous avons saluée, mais on ne pensait pas qu'il allait encore nous mettre une tension. On pensait qu'il allait faire comme ceux qui ont décidé de rentrer dans l'histoire par la grande porte, c'est-à-dire organiser des élections et puis passer la main au prochain président. On pensait qu'il allait faire comme ça, on ne pensait pas qu'il allait vouloir... C'est une stratégie pour choisir un peu son candidat qui va le mettre à l'abri demain, et le peuple n'est plus bête. Surtout le peuple sénégalais n'est pas bête du tout. Parce que la société civile sénégalaise est très, très dynamique. Pour parler de politique nationale, là je vais parler de la politique en Côte d'Ivoire. On a vu le décès le 1er août dernier de Henri Konan Bédié. Un mot. Mais je profite pour présenter mes condoléances à la famille du président Henri Konan Bédié. Je pense qu'il a été un grand dinosaure de la politique ivoirienne. Il a joué son rôle, le fait de maintenir le PDCI en vie. Et il a eu le soutien en tout cas de tous ceux qui sont restés au PDCI jusqu'à la fin. Voilà, donc je présente mes condoléances à sa famille, même si j'aurais préféré qu'il choisisse son candidat ou bien qu'il laisse le parti à un jeune avant de partir. Voilà, maintenant on compte sur l'intelligence de ses successeurs pour avoir un parti politique apaisé, un parti politique qui ait surtout des objectifs pour la Côte d'Ivoire. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'ils vont faire pour la Côte d'Ivoire. Je pense qu'aujourd'hui, n'importe qui ne doit plus être président de la Côte d'Ivoire. Celui qui va arriver, il faut qu'il vienne expliquer ce qu'il va faire pour les Ivoiriens et ce qu'il compte faire pour que la Côte d'Ivoire, en tout cas, reste un grand pays. Pour parler de grands pays, les élections en Côte d'Ivoire, c'est le 2 septembre, les élections municipales et les régionales. Quand tu vois l'atmosphère pendant la campagne, quand tu vois même les pré-campagnes, qu'est-ce que cela t'inspire personnellement? J'avoue que je ne suis pas beaucoup la politique des élections en Côte d'Ivoire parce que je suis en tournée, c'est tellement rude, voilà. Et donc, voilà, les municipales, les régionales, tout ça, je ne suis pas trop branché là-dessus. C'est quand c'est les présidentielles, etc., que je suis vraiment concentré là-dessus. Mais ce que je peux dire, c'est souhaiter en tout cas que ce soit des élections apaisées. Je pense que presque tous les partis politiques sont partants pour ces élections. Et je souhaite que ceux qui vont être choisis par le peuple, ceux qui vont être choisis par le peuple, les représentent et surtout fassent des choses pour les populations. Voilà, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas être maire parce que tu es commerçant ou bien parce que tu es ceci, tu veux gagner de l'argent. Quand on est maire, il faut avoir des relations. Il faut avoir une force pour aller chercher des projets pour sa région, etc. Ce n'est pas comme un député qui n'est que le représentant du peuple à l'Assemblée nationale, qui n'est que le porte-parole du peuple. Un maire doit être au service de sa population. Un maire doit nettoyer les caniveaux. Le maire doit être notre employé. Voilà, c'est lui qui doit nous aider à améliorer nos conditions de vie dans nos villes. Donc, je souhaite que les populations votent des gens dont ils sont sûrs qu'ils vont changer quelque chose dans leur région ou dans leur ville. Là, tu viens de finir un concert à Château-Gontier et tu nous as accordé cet entretien express. Je voulais te dire encore grand merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter les jours à venir? Ben, c'est toujours la bonne santé, qu'on ait l'énergie pour représenter l'Afrique tous les soirs sur scène. Parce que, vous savez, nous, on fait du reggae, on ne vient pas seulement pour faire danser, on vient aussi pour faire passer le message de l'Afrique. Et donc, voilà, souhaiter qu'on ait toujours la bonne santé pour continuer ce combat-là, cette mission. En tout cas, on te souhaite bonne santé. Et merci encore. Merci encore. Merci infiniment. Yes, merci beaucoup. Merci.